Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Et nous commençons avec la page du Gabon, avec en bonne place l'éducation. Tout d'abord, la première partie de la session 2017 du baccalauréat qui a révélé de meilleurs résultats dans les matières scientifiques, à l'exemple du centre du lycée Nelson Mandela dans le premier arrondissement de Libreville. Les séries scientifiques se portent mieux que les autres, avec une possibilité d'atteindre les 70% au terme des 2 tours. Kenyo Ongouri, Jospin Bombadianga. Entrevoir l'avenir après l'obtention du baccalauréat, dans cette ville, de nombreux futurs étudiants ont déjà pris de l'avance en procédant ce 31 juillet au retrait de leur relevé de notes et au certificat d'admissibilité. Dans ce centre du lycée Nelson Mandela de Libreville, le taux de réussite est au-dessus de la moyenne nationale. Nous avons un pourcentage de réussite de 35,66%, ce qui est largement au-dessus. Pour les baccalauréats C, le taux de réussite pour le premier tour, c'est-à-dire les admis d'office, est de 56,66%, soit 11% seulement d'élèves qui ont été recalés. Et nous avons en gros 33% qui passeront le second tour. Dans ce centre d'examen réservé uniquement aux séries A2 et C, le taux d'admissibilité passe déjà les 35% au premier tour et pourrait aller bien au-delà des 80% au terme du second tour, selon le responsable du centre. La tendance qui pourrait se dégager au second tour serait que les séries scientifiques atteignent à peu près plus de 85% de taux de réussite. Il faut signaler aussi qu'au centre Nelson Mandela, nous avons 5 mentions bien, c'est-à-dire des élèves qui ont obtenu plus de 14 de moyenne sur 20, et nous avons 24 mentions assez bien pour les séries scientifiques. Ce qui est important, il faut bien saluer cette performance, cette belle performance des séries C. Sur le plan national, les chiffres de cet examen sont très peu réluisants. Seuls 14,81% des candidats ont été admis d'office et 43% d'entre eux attendent encore le second tour pour valider leur diplôme et probablement rehausser le pourcentage de réussite du premier tour. Point positif cette année, la bonne moyenne globale des séries scientifiques. À Port-Gentil, dans l'ouest du Gabon, les résultats du premier tour du baccalauréat ont aussi été rendus publics. À côté de la joie se mêlait forcément la tristesse de ceux qui ont été recalés et qui pourraient être les plus nombreux. Près de 2000 candidats répartis en 3 centres ont pris part à cet examen, tel que nous le rapporte notre correspondant sur place, Igor Nanga. L'euphorie est toujours au rendez-vous. Normal, les résultats du baccalauréat sont synonymes de couronnement d'un cycle secondaire qui n'est pas toujours un long fleuve tranquille. À l'appel de leur numéro de candidat et de leur nom, se contenir aura visiblement été la chose la plus difficile. Je ne sais pas comment remercier Dieu. C'est simplement... Ça gagné, lorsqu'on gagne, on développe. Ah oui, en fait, c'était tellement, ça avait l'air vraiment irréel, mais finalement c'est vrai. J'ai pleuré un moment, mais maintenant, finalement c'est passé. Je suis content, vraiment la mention, super, je suis content. C'était difficile d'arriver là, mais finalement j'y suis arrivé. L'explosion de joie rythmait l'ambiance des 3 centres que compte la commune de Port-Gentil. Si certains ont très facilement extériorisé leurs émotions, d'autres par contre vivaient ces moments en toute tranquillité. Non, là on va dire que c'est une joie contenue. Là je vais retrouver mes parents, là je suis venu seul pour leur annoncer un peu le résultat. Ça a été aussi une aventure pour nous tous. Mes camarades de classe comme moi-même on est, on va dire, fous de joie. Pour toutes les filières confondues, 1836 candidats étaient au top départ. 307 d'entre eux ont eu leur bac d'office pour 751 admissibles et 778 ajournés. Ainsi se résume donc le premier tour du baccalauréat 2017 dans la province de Logoué-Maritime. D'une école à une autre, le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA, et le secrétariat général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le CEAC, organisent sur 2 jours, dans un hôtel de la capitale, un atelier sous-régional sur l'alerte précoce et de prévention des conflits en Afrique. Cet atelier intervient alors que plusieurs pays de la sous-région connaissent des tensions ou des violences multiformes impliquant notamment des bandes armées. Chimène Sandra Senghon et Bertrand Saga nous en disent plus.
À l'intention de la société civile de l'Afrique centrale, le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, l'UNOCA, et le secrétariat général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, organisent du 31 au 1er août un atelier sur l'alerte précoce et de prévention en Afrique. Le chef du mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale, Marak, explique. C'est un atelier sous-régional qui a justement pour but de réfléchir entre les organisations de la société civile de l'Afrique centrale, le secrétariat général de la CAC et le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale, l'UNOCA, en vue de renforcer le rôle de la société civile dans la construction de la paix et de la sécurité en Afrique centrale. Pour l'expert, l'État, à travers la police ou encore l'armée, ne devrait plus être le seul à œuvrer pour le maintien de la paix en Afrique centrale. Si vous regardez dans le monde, dans toutes les instances, on accorde de plus en plus une place importante à la société civile. Parce que c'est un acteur qui est auprès de la population, qui travaille à la base et qui effectivement peut beaucoup apporter, notamment dans la prévention. Parce que la priorité que nous accordons à cet atelier, c'est la prévention des conflits. Et dans ce sens, il est tout à fait admis que la société civile a sa place. Cet atelier a vu la participation des 11 États membres qui bénéficient de l'expertise de la CEDEAO à travers le réseau WANEP, leader dans la sécurité en Afrique de l'Ouest, invité à cette rencontre. L'opération de sensibilisation sur le nouveau régime de prise en charge sociale en faveur des travailleurs mobiles et indépendants, lancé il y a quelques jours par la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, s'est poursuivi ce lundi au marché Montbouet, le plus grand de la capitale gabonaise, situé dans le 3e arrondissement. Sur place, les agents CNSS prennent du temps pour expliquer aux commerçants les enjeux. Muriel Doneyene et Joël Tatou étaient sur place. La Caisse nationale de sécurité sociale poursuit sa campagne de sensibilisation auprès des travailleurs mobiles et indépendants du Gabon. Ici, au marché Montbouet, les agents de la CNSS prennent du temps pour mieux expliquer en détail le nouveau régime de prise en charge de la sécurité sociale mis en place par l'État en faveur de cette catégorie de travailleurs. Le message que nous portons aujourd'hui, c'est que tous ceux qui contribuent à l'effort national, à l'économie nationale, doivent être couverts, doivent être pris en charge. Et l'organisme qui gère ces activités-là depuis une cinquantaine d'années, c'est la CNSS. Donc c'est ce savoir-faire-là que nous venons proposer aux femmes commerçantes, à tous les commerçants du marché Montbouet, pour qu'ils puissent avoir une couverture sociale, parce que c'est très important. Un fait nouveau, ce pacte social suscite à la fois adhésion et appréhension. Nous pensons que c'est un projet à long terme qui ne va pas s'arrêter. Aujourd'hui, nous voyons au Gabon, certaines choses commencent, après ça s'arrête. Mais nous aimerions bien, à travers la politique du chef de l'État maintenant, que ce projet de la CNSS puisse avancer et que les jeunes commerçants gabonais aujourd'hui soient fiers de ce projet. Alors que certains hésitent encore, d'aucuns accueillent cette offre de la CNSS comme une véritable aubaine et le travail d'explication qui s'intensifie devrait pouvoir amener le plus grand nombre à y adhérer. Donc je leur ai expliqué que c'est un bon projet, la CNSS, pour que nous ayons nos pensions, notre retraite. À l'âge de 60 ans, nous serons déjà assises au lieu de venir encore au marché, sous la pluie, sous le soleil, nuitamment aller chercher la marchandise. Si on a notre retraite, ça nous fera du bien, puisqu'on serait déjà fatigué. Au lieu d'attendre aussi que les enfants s'occupent de nous à 100% au 3e âge. Après les marchés de Libreville, la CNSS envisage d'étendre cette sensibilisation à l'intérieur du pays pour mieux édifier tous les travailleurs indépendants sur les tenants et aboutissants du nouveau régime de prise en charge de la sécurité sociale au Gabon. J'en viens au mouvement d'humeur de la Sogatra, réuni en assemblée générale ce lundi à Libreville. Les adhérents des syndicats de la Société gabonaise de transport, en grève depuis plusieurs semaines, ont décidé de durcir le ton jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications. Témoins de cette rencontre, Gaël Mapessi et Mirandangué. Sur la table de la direction générale se trouverait le cahier de charges. 3 mois de salaire impayé, une dette de 14 milliards de francs CFA à la Caisse nationale de sécurité sociale ont eu raison du prolongement du mouvement d'humeur des adhérents des syndicats de la Société gabonaise de transport, réunis ce lundi à Libreville en la faveur d'une assemblée générale. Les agents de la Sogatra ont décidé de poursuivre la grève entamée le 9 juin dernier. La grève n'est pas terminée. Vous voyez derrière moi, il y a une assemblée générale
Donc nous sommes en train d'élaborer, d'étudier les stratégies et de voir avec la base, parce que c'est la base qui décide, il faut le dire ici, que notre base est souveraine et les décisions sont prises en Assemblée générale. Dans le souci de trouver des solutions durables à cette situation qui paralyse l'entreprise et dont les premières victimes sont les usagers, les syndicalistes sont bien conscients de la nécessité de dialoguer avec le gouvernement. Lorsque vous rentrez en grève, il y a une démarche. Il y a une démarche et il y a un certain nombre d'actions que vous posez. Cette démarche consisterait tout premièrement d'abord à se rapprocher des autorités pour d'abord présenter les problèmes, les points de revendication, pour discuter avant d'entrer en grève. Autant dire que la rencontre entre la ministre des Transports et les représentants syndicaux de la Sogatra, prévue ce mardi, s'annonce décisive. Et pour refermer la page Gabon, repartons à Port-Gentil avec une note environnementale. Un cétacé de près de 10 tonnes a été retrouvé en décomposition sur une plage de la cité pétrolière. Il s'agit d'une baleine à bosse qui vient donc s'ajouter au bilan macabre de la migration de cette espèce entièrement protégée au Gabon. Igor Onanga, notre correspondant à Port-Gentil, était sur le lieu. Spectacle macabre sur les côtes port-gentillaises. Découverte par un agent de sécurité à proximité de ses habitations, la carcasse visiblement en décomposition avancée d'une baleine à bosse de 5 mètres et environ 10 tonnes ne pouvait qu'attirer des curieux. Pour les qui sont à côté là, ils ont vu ça. Moi aussi j'ai vu ça, ils sont venus me dire ça. On est venu regarder ça ici. La période de juin à septembre, connue pour ses migrations de cétacés par les côtes gabonaises, est malheureusement aussi la porte ouverte à des déroutes. Affaiblis et exposés aux épaves qui squattent notre littoral, les hypothèses justifiant cela ne peuvent qu'être nombreuses. Ce sont des cétacés qui partent de très loin pour venir visiter nos côtes. Et ces migrations sont également constatées même au niveau de l'avifaune, les oiseaux et autres. Quelquefois au niveau de Gamba là-bas, on assiste justement à des cadavres comme ça. Là, on observe des cadavres d'oiseaux qui ont migré, qui sont arrivés et puis fatigués, se retrouvent entraînés par les vagues ou alors soit une dissonance ou perturbés par des sons, se retrouvent là. En 5 ans, c'est la 3e baleine retrouvée sur les plages de la commune de Port-Gentil. Bien que les 2 autres aient été découvertes en vie et qu'une seule ait pu être sauvée, ce grâce à la mobilisation des Port-Gentillais, c'était en juillet 2015. La fréquence de ces découvertes sont plutôt du genre à inquiéter les défenseurs de l'environnement qui entrevoient là les signes d'une pollution de nos eaux maritimes. Place à vos actualités en Afrique. Tout d'abord, tournée africaine de la ministre française des Armées, Florence Parly, au Tchad, où elle est allée assurer les militaires français engagés dans l'opération anti-djihadiste Barkhane qu'ils auront les moyens nécessaires à l'exécution de leur mission. En témoigne ce récit de Zvedana Gladys Maganga. La ministre française des Armées, Florence Parly, a entamé dimanche une tournée africaine au Tchad où elle a assuré les militaires français engagés dans l'opération anti-djihadiste Barkhane qu'ils auront les moyens nécessaires à l'exécution de leur mission. Le chef d'état-major de l'armée française, Pierre Villiers, ayant démissionné des fonctions après s'être insurgé, à huis clos devant la commission de la défense de l'Assemblée contre les économies de 850 millions d'euros demandées à la défense en 2017. Vous pouvez compter sur ma détermination pour que vous disposiez des moyens nécessaires à l'exécution de votre mission. C'est mon combat. Il est bien sûr moins risqué que le vôtre, mais je peux vous assurer qu'il n'est pas moins complexe. Parly doit s'entretenir ce lundi avec le président Idriss Déby Itno, puis au Niger avec le président Mahamadou Issoufou et au Mali avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. La France, présente dans la zone sahélo-sahélienne, avec 4000 hommes engagés dans l'opération anti-djihadiste Barkhane, a poussé à la création d'une force militaire conjointe des pays du G5 Sahel, Mauritanie, Tchad, Mali, Niger et Burkina Faso. Au lendemain des élections législatives au Sénégal, la coalition dirigée par le maire de Dakar, Khalifa Sall, actuellement emprisonné, revendique la victoire dans la capitale. En témoigne ce récit de Lardingue Mamba.
La coalition menée par le parti du chef de l'État sénégalais Macky Sall s'acheminait lundi vers une victoire aux élections législatives. Scrutin texte à 18 mois de la présidentielle dont l'ampleur n'était pas encore connue dans l'entente des résultats officiels. Mais la coalition dirigée par le maire de Dakar, Khalifa Sall, en prison depuis mars pour détournement de fonds publics présumés, a contesté la victoire de la majorité présidentielle dans la capitale et revendique y avoir remporté le scrutin. En dépit de toutes ces violations et difficultés, la victoire de notre coalition Manko Taxawu Sénégal dans le département de Dakar est sans contestation. Et nous n'accepterons pas d'avoir mis notre maire derrière les barreaux pour l'empêcher de participer à cette campagne et pour une deuxième fois de vouloir faire un hold-up électoral. Nous ne l'accepterons pas. Nous ferons face aussi bien sur le plan politique que sur le plan juridique pour que Dakar reste aux Dakarois, que Dakar assure sa fidélité au maire de Dakar. Le taux de participation a été officiellement de près de 54%, en hausse par rapport à la présidentielle de 2012, remportée par le président Macky Sall. Les résultats officiels du scrutin doivent être légalement publiés mardi au niveau de chaque commission départementale. Direction le Rwanda, où le président sortant Paul Kagame se représente à la présidentielle du 4 août prochain face à un parti au pouvoir et hégémonique. La tâche de l'opposition semble insurmontable et une large victoire du président sortant est attendue. Miguel Mabika s'en fait l'écho. L'élection est jouée, n'a d'ailleurs pas hésité à affirmer Paul Kagame vendredi lors de son premier meeting. Face à un parti au pouvoir hégémonique, la tâche semble insurmontable pour Franck Habineza et Philippe Mpayimana, les deux candidats qui affronteront le tout-puissant président sortant du Rwanda à la présidentielle du 4 août. Franck Habineza, président de la seule formation d'opposition autorisée du pays, le Parti démocratique vert, décrit un parcours très difficile et aussi très dangereux depuis la création de son parti en 2009. En 2010, il avait tenté de prendre part à la précédente présidentielle, mais son parti n'avait pas reçu l'agrément des autorités. Seul candidat indépendant dont la candidature a été validée par la commission électorale sur 4 aspirants, l'opposant Mpayimana débute sa campagne sans affiche, faute de temps pour lancer les impressions. Pendant la nuit, des affiches aux couleurs du Front patriotique rwandais ont été apposées à temps pour le début de la campagne, alors que nombre de Rwandais admettent ne même pas savoir qui sont les autres candidats. Paul Kagame est l'homme fort du Rwanda depuis qu'à la tête de sa rébellion du FPR, il a renversé en juillet 1994 le régime Hutu extrémiste qui avait déclenché 3 mois plus tôt le génocide. Vice-président et ministre de la Défense après 1994, il est élu président en 2003 et réélu en 2010 avec plus de 90% des voix à chaque fois. Et à quelques jours de ce vote au Rwanda, comment se prépare la diaspora rwandaise qui prendra part à cette consultation électorale? Des détails avec Daniela Mengue, l'un de nos envoyés spéciaux. Des Rwandais de l'étranger sont prêts. Le vote en dehors du pays se fera le 3 août, la veille de l'élection ici nationale, ici au niveau du Rwanda. Nous avons des grands pays comme les États-Unis, comme la Chine où il y a beaucoup de Rwandais, des petits pays comme la Belgique où nous avons une grande communauté rwandaise aussi, mais nous y travaillons depuis 9 mois, tout est prêt. Nous avons donné quelques renforts à 2 ou 3 postes qui ont besoin d'un peu plus de main-d'œuvre, mais donc tout est prêt pour le vote de la diaspora. Donc tous les éléments sont réunis pour que le soir du dépouillement, on ait les résultats qui nous parviennent de partout. Tout à fait. En fait, le dépouillement des résultats pour le vote des Rwandais de l'étranger se fait avancer. C'est les premiers qui donnent les résultats, raison pour laquelle d'ailleurs le vote se fait un jour avant le vote national. Mais nous avons cette fois-ci la particularité d'avoir augmenté les bureaux de vote pour permettre à la plus grande partie de notre communauté en dehors du Rwanda de participer à ce vote qui est un vote très important.
Et nous restons au Rwanda pour refermer la page Afrique. Dans le cadre de cette présidentielle 2017, votre semaine spéciale Rwanda sur Gabon 24, c'est aussi au cœur du quotidien des populations. Dans cette édition, Daniela Mengue et Sandy Adzabe, nos envoyés spéciaux à Kigali, nous proposent un zoom sur un mode de transport d'un genre particulier, les taxis vélos. La vision de Kigali pour le transport public, c'est d'avoir un transport moderne et plus rapide. Depuis plusieurs années, la mairie s'attelle à y mettre de l'ordre. Toutefois, certains moyens de déplacement, loin de cette modernité, mais utiles, sont autant sollicités. Le vélo. À Kigali, c'est principalement les vélos-taxis. Pour des raisons de sécurité et d'insertion dans le trafic, la circulation des vélos-taxis a été renvoyée vers les quartiers périphériques où les jeunes attendent la clientèle à l'entrée avec leur vélo. Sur le porte-bagages, un siège rembourré où les clients s'assoient relativement confortablement, semble-t-il. Ils rejoignent ainsi plus rapidement la route macadamisée, souvent pour retrouver les lignes des minibus. Pour exercer l'activité du vélo-taxi, il ne suffit pas de savoir pédaler. Les conducteurs doivent être munis d'une licence décernée par la Fédération des vélos-taxis ou par la coopération à laquelle on est adhérent, donc dans laquelle on cotise. Nyonzera, que nous avons rencontré, nous a confié que la licence coûte actuellement 500 francs rwandais, soit 3500 francs CFA. En travaillant donc environ 12 heures par jour, les conducteurs gagnent entre 2000 et 3000 francs rwandais, près de 15 000 francs CFA. À ce jour, on le constate, l'activité des vélos-taxis est exercée uniquement par des jeunes hommes. Dans un pays présenté comme le champion de la parité, la pratique reste encore inaccessible aux femmes. Et vos actualités hors du continent n'étant pas en reste, tout d'abord, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, s'est félicité ce dimanche du fort taux de participation à l'élection d'une assemblée constituante de ce dimanche, dis-je bien, contre laquelle l'opposition a appelé à de nouvelles marches à partir de ce lundi. Le récit de Miguel Mabika. 10 morts, barricades, gaz lacrymogène, le Venezuela a connu une nouvelle vague de violence qui a entaché l'élection d'une assemblée constituante voulue par le président Nicolás Maduro et contre laquelle l'opposition a appelé à de nouvelles marches dès ce lundi. Le chef de l'État s'est félicité du fort taux de participation des Vénézuéliens au scrutin. Plus de 8 millions, c'est le plus grand vote jamais enregistré par la révolution bolivarienne et de toute l'histoire électorale longue de 18 ans. Opposants et forces de l'ordre se sont affrontés dimanche à Caracas et dans d'autres villes du pays, à coups de balles en caoutchouc, bombes de gaz lacrymogène contre jets de pierre et cocktails Molotov, lors de batailles rangées parfois meurtrières. Un porte-parole du gouvernement de l'empereur Trump a dit aujourd'hui qu'ils ne reconnaissent pas les résultats des élections pour une assemblée nationale constituante du Venezuela. Ce que dit Trump, on n'en a rien à faire. Ce qui nous importe, c'est ce que dit le peuple souverain du Venezuela, ce que vous avez décidé aujourd'hui avec vos votes. La participation atteint 41,5%, soit plus de 8 millions de Vénézuéliens, selon le Conseil national électoral. Dimanche soir, les adversaires du régime chaviste ont appelé à manifester à nouveau lundi et mercredi, jour de la mise en place de cette assemblée qui, selon eux, ne va servir qu'à renforcer les pouvoirs du chef de l'État et à le maintenir à sa place. En France, la comédienne Jeanne Moreau, 89 ans, n'est plus. Selon son agent, l'icône du cinéma français a été retrouvée morte dans sa maison à Paris. Retrouvons Miguel Mabika. L'actrice à la beauté sensuelle et à l'imitable voix grave qui a fasciné les plus grands réalisateurs au cours d'une carrière de 65 ans a été retrouvée décédée à son domicile parisien. Elle a été retrouvée par sa femme de ménage tôt lundi matin à sa prise de service, selon plusieurs sources. Née le 23 janvier 1928 à Paris, d'un père restaurateur et d'une mère danseuse anglaise, l'inoubliable interprète de Tourbillon dans Jules et Jim de François Truffaut a tourné dans plus de 130 films. L'actrice qui a fasciné Wallace, Une histoire immortelle, Buñuel, Journal d'une femme de chambre, Antonioni, La Note ou Lozé, Eva, avait reçu en 1992 le César de la meilleure actrice pour La vieille qui marchait dans la mer, un film réalisé par Laurent Heunemann.
Lauréate du prix d'interprétation féminine 1960 à Cannes, elle fut la seule comédienne à avoir présidé 2 fois le jury de ce festival, en 1975 et 1995. Elle y a aussi été plusieurs fois maîtresse de cérémonie. Madame, Monsieur, ainsi prend fin cette session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. Pour vous informer, ce mardi, dès 6 h, Gabriel Ratanga, à 12 h, Abdoulaziz Maïga sera des vôtres. J'aurai plaisir à vous retrouver à partir de 18 h. D'ici là, l'information continue sur Gabon 24 et en attendant, surtout n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.